Alors, c'est vrai que j'ai déjà fait cet atelier à plusieurs reprises et que j'ai coutume en général, on part du haut vers le bas et puis on voit les différentes atteintes de la sclérodermie. Donc là, c'est un diaporama qui est un peu plus, on va dire, destiné au docteur. On n'est pas pour autant obligé de tout voir dans le détail. Donc surtout, je pense que chacun, pour le coup, Eric peut m'interrompre s'il le souhaite. Oui. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, mais effectivement, je n'ai pas beaucoup de temps pour qu'on fasse ensemble l'atteinte du tube digestif lié à la sclérodermie. Alors, je vais passer là-dessus, mais vous savez qu'il y a un certain nombre de patients qui, du fait de leur atteinte cutanée, ont déjà une microsmie, une petite bouche, ils n'ont pas une ouverture de bouche très importante. Il y a un retentissement sur la salivation de la sclérodermie avec une hypocyalie. On ne veut pas revenir sur la physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes qui font qu'au niveau des tissus, il y a moins de sécrétion salivaire. Toujours est-il qu'en plus de l'atteinte intrinsèque de cette sclérodermie, vous avez les effets adverses d'un certain nombre de médicaments. Alors je ne suis pas inquiet parce que les médecins qui vous prennent en charge sont bien alertés là-dessus et essaient à chaque fois de vous mettre uniquement les médicaments qui sont strictement nécessaires. Pour autant, il n'est pas rare d'avoir besoin d'antalgiques, parfois de morphiniques ou d'antihistaminiques parce qu'on est allergique, ou de médicaments à visée cardiaque tels que les bêta-bloquants ou les inhibiteurs calciques, qui sont d'ailleurs parfois utilisés. Donc ça, il faut savoir que ça va majorer les symptômes et que effectivement, on peut essayer de lutter contre cette xérostomie avec ce qu'on appelle des sialogogues, qui ne sont pas forcément extrêmement utilisés, mais aussi avec des traitements dits symptomatiques, des substituts salivaires. Alors les deux plus connus sont Bioxtra et Artisial. Au-delà du fait que, bien entendu, un patient sclérodermique qui doit avoir un état bucco-dentaire irréprochable, parce que le fait qu'il y ait moins de salive altère la qualité de l'émail des dents, le parodonte, c'est-à-dire le tissu de soutien de la dent, et il faut faire très attention à ce que l'état dentaire soit irréprochable, parce que ces patients, entre autres, sont davantage sujets à faire, par exemple, des mucoses buccales. Donc, voilà. En 20 minutes, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Je propose de descendre, et vous savez qu'après la bouche, c'est l'ésophage, l'ésophage qui est le tube musculaire qui conduit à l'estomac, et quasi la totalité des patients atteints de sclérodermie systémique ont des atteintes œsophagiennes, en particulier ce qui se manifeste sous la forme, mais pas seulement, on va le voir, de reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire qu'en particulier, après un repas, le contenu de l'estomac a tendance, sans qu'on le souhaite, à refluer dans l'ésophage. Et ça peut être extrêmement invalidant, en particulier lorsque ça survient la nuit, que ça peut réveiller le patient avec des toux, etc. Donc, c'est vrai que pour cela, on a un examen pertinent qui s'appelle la pH-métrie, que peut-être certains d'entre vous ont subi. Une petite électrode qu'on descend en bas de l'ésophage et qui permet, dès que l'acidité remonte dans l'ésophage, de stimuler cette électrode et de pouvoir répondre ou non aux critères diagnostiques d'un reflux. À cette restriction près que cet examen, la pH-métrie, n'est pas utilisable chez les patients qui ont des inhibiteurs de la pompe à protons, et Dieu sait s'il y a des patients atteints de sclérodermie qui en usent et qui parfois en abusent, mais ils n'ont pas le choix. Et à ce moment-là, fait un autre examen qui s'appelle l'impédance-métrie, qui est en général couplé à une pH-métrie et qui va permettre de voir les reflux non acides de liquide dans l'ésophage. Et qu'on peut faire en l'occurrence alors qu'on poursuit son inhibiteur de la pompe à protons, ne serait-ce que pour savoir si c'est utile de l'augmenter, s'il y a un bénéfice à en attendre. Alors, c'est enquiquinant le reflux parce qu'il peut y avoir du pyrosis, c'est la brûlure rétrosternale, il peut y avoir des régurgitations acides, il peut y avoir la brûlure de la muqueuse du bas-œsophage par l'acidité gastrique, c'est ce qu'on appelle l'œsophagite. Et on connaît un certain nombre de facteurs qui vont aggraver ces choses-là. Le surpoids, ça aggrave, les gens qui prennent brutalement du poids vont aggraver leur reflux. Au contraire, les gens qui perdent beaucoup de poids peuvent aussi aggraver leur reflux. L'excès de tabac et d'alcool,
l'excès de café, thé et chocolat ou même des graisses alimentaires parce que ça va relaxer le sphincter inférieur de l'ésophage, c'est-à-dire le verrou musculaire qui est entre le tube œsophagien et l'estomac. Et donc à chaque fois que ce sphincter, qui est déjà pas très vaillant chez le patient sclérodermique, va s'ouvrir, eh bien ça va favoriser le reflux. Alors pour lutter contre ça, il y a encore une fois des traitements dits symptomatiques, les antiacides. Et vous voyez ici, Phosphalugel, Malox, Gaviscon, il faut les prendre après le repas. Et ce sont des gels qui contiennent en général de l'aluminium. Parce que ça permet de bien adhérer à la muqueuse. La contrepartie, c'est que l'aluminium a tendance à constiper dans le tube digestif. Et vous savez que la sclérodermie, et le patient sclérodermique est facilement constipé. Et puis, il y en a un qui fait un peu différent, c'est l'Ulcar, qui est à mon avis sous-utilisé, qui est pour le coup un produit qu'on prend avant le repas, qui va tapisser la muqueuse pour la protéger finalement de l'acidité gastrique. À côté de ça, il y a des médicaments dont on a un peu oublié l'utilité, qui sont les anti-H2, c'est-à-dire Azentac, Raniplex, Tagamet, qu'on connaissait bien quand on n'avait pas les IPP. Alors c'est drôle maintenant parce que les internes ne connaissent même plus le nom de ces médicaments. On n'avait que ça, moi, à mon époque, où j'étais interne pour traiter les problèmes gastriques. Parce qu'ils ont été supplantés largement par les inhibiteurs de la pompe à protons. Vous savez, tous ces produits qui se terminent en zol, oméprazole, lansoprazole, etc., qui ont une bonne efficacité, mais qui ne sont pas infaillibles, et parfois à des doses maximales, 80, 120 mg, les patients sont toujours symptomatiques. D'ailleurs, parce que parfois, ce n'est pas parce qu'ils ont une sécrétion acide à de telles doses, c'est parce qu'ils ont un reflux alcalin. C'est vrai que naturellement, l'estomac sécrète de l'acidité. Une fois que vous avez complètement verrouillé cette sécrétion gastrique acide et que le reflux persiste, c'est le contenu de l'intestin grêle, du duodénum qui remonte dans l'estomac. Et là, pour le coup, c'est un pH qui n'est pas acide, c'est un pH qui est alcalin et qui est tout aussi agressif pour la muqueuse. Et là, vous pouvez prendre des tonnes d'IPP, ça ne va rien changer à l'affaire. Alors, attention à tous les facteurs qui vont, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, aggraver le reflux. On a vu les médicaments, certains aliments, etc. Et puis, il y a les règles aussi d'ergonomie, à savoir que certains d'entre vous le savent bien, si vous allez vous coucher sitôt après avoir mangé et faire la sieste, ça se passe mal. Il y a un reflux important. Donc, il faut mettre un petit peu de distance autant que possible entre le repas et le coucher. Il ne faut pas porter de vêtements trop serrés à la ceinture, et plutôt avoir des bretelles pour les hommes et des robes pour les femmes. Il faut surélever parfois le pied, enfin la tête du lit, en glissant une cale sous la tête du lit, ce qui est moins désagréable pour le conjoint qui, lui, n'a pas de reflux et qui n'est pas forcément obligé de voir son conjoint dormir avec 2 ou 3 oreillers. Hein. Mais parfois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et c'est terriblement gênant pour les patients. Alors, il faut savoir qu'il y a des chirurgies du reflux qui se pratiquent. J'avoue que aussi bien les médecins que les chirurgiens sont frileux vis-à-vis des patients qui ont des reflux atteints de sclérodermie parce que c'est des patients qui sont réputés pas avoir une cicatrisation habituelle du fait des tissus sclérodermiques. Pourtant, il semble que ça ait une bonne efficacité. Entre autres, on peut imaginer, et ça a même été prouvé, qu'à force d'avoir du reflux, et entre autres du reflux nocturne, les micro-inhalations répétées vont retentir aussi sur l'atteinte pulmonaire, qui n'est pas uniquement liée à la maladie elle-même, mais qui peut être liée aussi aux dommages collatéraux de ce liquide agressif qui va descendre dans les bronches et les agresser. Alors, je n'ai pas le temps de vous détailler tout ça, mais il y a ce qu'on appelle la valve anti-reflux de Nissen, qui est l'opération typique qu'on va faire chez un patient standard qui n'a pas de sclérodermie, qui consiste, vous voyez, à prendre la partie supérieure de l'estomac et à venir enrouler l'ésophage, voyez, cravater l'ésophage pour rétrécir en quelque sorte le diamètre et éviter que le reflux ne se fasse trop facilement. Alors,
Le compromis chez les patients atteints de sclérodermie, c'est peut-être de ne pas faire une valve complète. Là, vous voyez, on a fait complètement le tour de l'œsophage, mais peut-être de faire une hémivalve, c'est-à-dire d'avoir un dispositif qui soit moins complet. À vrai dire, on compte tout de même sur les doigts d'une main le nombre de patients atteints de sclérodermie qui se font opérer, mais il y aurait peut-être d'autres choses à dire là-dessus, mais on manque d'études. Alors, ce n'est pas le seul désagrément œsophagien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a l'œsophagite, qu'on a brûlé jour après jour la muqueuse œsophagienne, comme toutes les muqueuses digestives, c'est un tube et ça va avoir tendance à cicatriser en se rétrécissant, faisant ce qu'on appelle une sténose. Et là, croyez-moi sur parole, l'endoscope est dans l'œsophage et on n'arrive pas à passer au travers de cette sténose, que la muqueuse s'est rétrécie, ce qu'on appelle la sténose peptique. Hein. C'est gênant parce que pour le coup, les gens ont des blocages alimentaires. Hein. Ils ont une gêne rétrosternale, des blocages alimentaires. Et à ce moment-là, il faut recourir à l'endoscopiste qui va, sous anesthésie, dilater avec une bougie, c'est-à-dire un tube en caoutchouc ou un ballon qui va venir dilater le bas des œsophages pour rendre le passage de nouveau perméable. Vous voyez, c'est rétréci, donc on vient positionner un ballonnet pour dilater et permettre que les choses s'améliorent. Autre effet collatéral de cette agression chronique de la muqueuse du bas œsophage, c'est ce qu'on appelle l'endobrachioœsophage ou l'œsophage de Barrett, c'est-à-dire qu'on va modifier la nature des cellules qu'il y a au bas de l'œsophage. On va constater au microscope ce qu'on appelle de la métaplasie intestinale. Et cette métaplasie intestinale en soi, ce n'est pas bien grave, si ce n'est qu'avec le nombre des années, et même si c'est un très faible pourcentage, ça peut devenir dysplasique. Dysplasie de bas grade, de haut grade, et puis un jour peut-être un cancer. Donc ça concerne peu de patients, mais un patient qui a un endobrachioœsophage, il y a un schéma très précis de la fréquence à laquelle on va faire des endoscopies, avec des biopsies pour pouvoir le surveiller au mieux et ne pas méconnaître le passage à la dysplasie qui permet maintenant, grâce maintenant aux nouvelles techniques endoscopiques, peut être traité sans qu'on ait opéré le patient. Dans le temps, quand on avait une dysplasie du bas œsophage, on appelait le chirurgien pour faire une thoracotomie, couper un morceau de l'œsophage et rabouter avec l'estomac. Maintenant, par des techniques endoscopiques, on peut arriver à décoller la muqueuse en quelque sorte. Vous voyez, il faut imaginer que c'est la muqueuse de l'œsophage, là, la paroi. On va injecter du liquide pour décoller, faire une flictène, vous savez, comme quand vous êtes brûlé, faire une cloque. Hein, et puis on va venir découper la muqueuse. Là, vous voyez, ça, cette muqueuse rose ici, c'est de l'endobrachioœsophage. Ça, c'est de la muqueuse normale, un peu plus nacrée. Eh bien, on décolle la muqueuse et on va venir la découper sans risquer de faire un trou au travers de la paroi et enlever tous ces tissus dysplasiques et éviter d'opérer le patient. D'où l'intérêt d'avoir un suivi qui soit adapté. On progresse encore, on arrive dans l'estomac du patient et du fait de l'atteinte sclérodermique, c'est des estomacs qui ne se vidangent pas bien, dont la motricité n'est pas normale. Ça, c'est ce qu'on appelle la gastroparésie. Vous mangez et alors que vous n'êtes pas à la moitié de votre assiette, vous êtes déjà rassasié en quelque sorte. Ça, c'est la gastroparésie, difficulté, lenteur de la digestion. C'est assez typique. Alors, on peut essayer d'améliorer ça avec ce qu'on appelle des prokinétiques, qu'on essaie d'utiliser avec circonspection parce que, en général, quand les patients commencent à les utiliser, ils ont tendance à les prendre tous les jours et ce n'est pas recommandé, ce n'est pas des médicaments complètement anodins. Alors vous les connaissez certainement, le dompéridone, le motilium ou le métoclopramide, le primpéran, qui peuvent être d'une quelque utilité. Et puis quand vraiment on a un épisode aigu, on peut recourir à un antibiotique qui a des vertus prokinétiques, c'est-à-dire qui va améliorer la contraction du tube digestif, qui s'appelle l'érythromycine. L'inconvénient, c'est que c'est surtout efficace lorsqu'on le fait parfois intraveineuse, plusieurs fois par jour. Vous vous rendez bien compte que faire ça à la maison, c'est pas simple. Alors on peut le passer par voie orale, mais c'est tout de même moins efficace. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'estomac pastèque, pardon. Vous voyez, des
des télangiectasies qui ont tendance à saigner, c'est-à-dire des petits vaisseaux qui affleurent à la muqueuse et qui peuvent saigner facilement. C'est tout de même beaucoup plus rare, mais ça peut survenir chez le patient sclérodermique. Et ça se traite par voie endoscopique, encore une fois, en coagulant les lésions pour éviter qu'elles ne saignent. J'avoue que c'est relativement rare. Si l'estomac fonctionne mal, eh bien, le grêle peut aussi être affecté par ces troubles de la motricité. L'intestin grêle, il fait 3 à 6 mètres chez un sujet standard. Et pour que ça fonctionne, il y a un péristaltisme. Il y a des ondes, comme dans l'ésophage, comme dans l'estomac, pour faire progresser le bol alimentaire jusqu'au côlon. Et lorsque ce péristaltisme est diminué, eh bien, vous avez aussi les difficultés de digestion, le météorisme abdominal, la pesanteur postprandiale, etc., ce qui peut être extrêmement désagréable, et favoriser, entre autres, la pullulation microbienne, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu fermé, où il fait chaud, où c'est humide, où il y a à manger, et les bactéries se multiplient. Et en se multipliant, elles fabriquent de l'eau et du gaz, et vous connaissez les symptômes qui peuvent être liés à ce type de manifestation. Entre autres, ça peut se solder pour les patients, par aussi un transit complètement chaotique avec des alternances de diarrhée, de constipation, etc. Donc on peut essayer d'utiliser les prokinétiques tels que l'érythromycine, on peut essayer d'utiliser les antisécrétoires qui marchent diversement d'une personne à l'autre, en sachant que c'est des injections sous-cutanées, donc c'est tout de même une contrainte. À vrai dire, avec les progrès réalisés dans la prise en charge de cette maladie, on voit plus, que je dis toujours, les formes historiques de sclérodermie avec des atteintes sténosantes de l'intestin grêle, c'est-à-dire où l'alimentation est complètement bloquée, elle n'arrive pas à progresser dans le tube digestif. Un petit mot concernant la pullulation microbienne. Un certain nombre de patients sont extrêmement sensibles à ce qu'on appelle les cures séquentielles de désinfection intestinale. Et plutôt que de donner un antibiotique qui va passer dans le sang lorsqu'on le prend par la bouche, par exemple de l'amoxicilline, par exemple du flagyl, par exemple une fluoroquinolone, vous savez, le Ciflox, etc. On préfère souvent utiliser des antibiotiques dits non absorbables. Il y en a un qu'on aime bien qui s'appelle la gentamicine. La gentamicine, qui est un antibiotique qui n'existe théoriquement que sous forme d'ampoule administrée par voie intraveineuse. Et là, on l'administre sciemment par voie orale. On fait des cures, une ampoule le matin, le soir, 3 jours de suite, pour faire le ménage dans l'intestin et, chez un certain nombre de patients, vraiment améliorer l'ordinaire. C'est-à-dire que le météorisme diminue, le transit s'irrégularise, si ce n'est que ça n'a pas un effet définitif et qu'il faut penser à refaire une cure dans les 10-15 jours, mais on peut le faire au long cours, il y a peu de résistance. Le gros intérêt de cet antibiotique, c'est qu'il ne passe pas du tout dans le sang. Vous voyez, donc il n'est pas toxique, il reste dans le tube digestif, il fait son œuvre, et puis ensuite il disparaît. Ça peut être une solution intéressante, mais ça ne marche pas chez tout le monde. Alors, je passe là-dessus. Et puis je dirais que les 2 bêtes noires digestives du sclérodermique, c'est l'ésophage et puis c'est son côlon. Le côlon, parce que la constipation, ou en tout cas les troubles du transit, sont extrêmement fréquents. Et là, c'est important de rappeler aujourd'hui qu'une constipation, ce n'est pas seulement un nombre de selles insuffisant par semaine, moins de 3. Ça peut être aussi des selles dont la consistance est trop dure. On a pour ça une échelle qui s'appelle l'échelle de Bristol. Vous regarderez sur Internet Bristol, comme la ville anglaise, et vous verrez qu'effectivement, on peut facilement avoir une idée de la consistance de ces selles, savoir si elle est correcte ou pas. Mais c'est aussi un temps d'exonération prolongé, c'est-à-dire un temps trop important passé sur les toilettes, ou une sensation même d'exonération incomplète. Et surtout, c'est une erreur fréquente que font un certain nombre de praticiens, ne pas penser qu'une diarrhée est incompatible avec une constipation. Parce que lorsque vous êtes constipé pendant 3, 4, 5, 6, 7 jours, au bout d'un moment, l'intestin se défend comme il peut et c'est la débâcle diarrhéique. Et là, vous allez 5-6 fois à la selle. L'erreur à ne pas commettre à ce moment-là, c'est prendre des constipants qui vont majorer effectivement la constipation de fond qu'il existe chez le patient et qui vont faire que l'épisode va récidiver finalement au bout de quelques jours. Donc ça, c'est très important. En sachant que c'est pas si facile que ça à prendre en charge la constipation, parce que
Malheureusement, comme la sclérodermie atteint l'ensemble des sphincters digestifs, le sphincter anal n'y fait pas exception et qu'un certain nombre de patients ont des troubles de la continence fécale et qu'un patient qui a un trouble de la continence fécale, c'est un facteur d'exclusion sociale et c'est parfois combattu en favorisant une constipation. Donc parfois on a un dialogue de sourds parce qu'on traite, le patient dit j'ai mal au ventre, je suis constipé, etc. Mais monsieur, madame, vous ne prenez pas vos laxatifs quotidiennement. C'est parce qu'il a juste oublié de vous dire que comme il avait une incontinence fécale, il n'osait plus sortir de chez lui quand il avait des selles qui n'étaient pas dures et pas contrôlées une fois par semaine, au moins il n'est pas enquiquiné les autres jours de la semaine. Alors, il y a aussi des règles hygiéno-diététiques et c'est extrêmement important parce que c'est de la tuyauterie, comme je dis toujours. Si vous avez une constipation pas maîtrisée, votre reflux va augmenter parce que l'estomac va bien se vidanger et le niveau va monter, si vous voulez. Ça va refluer d'autant plus facilement. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à l'eau et plutôt favoriser des eaux riches en magnésium. C'est vrai qu'il faut avoir une activité physique. C'est vrai qu'il faut essayer de manger des fibres. C'est vrai qu'il faut avoir dans son toilette un petit tabouret pour poser les pieds dessus et ouvrir l'angle anorectal pour favoriser l'exonération. Mais parfois, tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et il faut en passer par les laxatifs après avoir éliminé une cause qui va majorer, aggraver cette constipation, en particulier l'hypokaliémie, chez des gens qui prennent des diurétiques par exemple, l'hypomagnésémie, l'hypercalcémie qui est plus rare dans cette pathologie-là, ou l'hyperuricémie. Alors là, pour le coup, la pharmacopée du traitement de la constipation, c'est extrêmement vaste, aussi bien les médicaments qui vont pour le coup constiper, il y en a énormément, que les choses qui vont essayer d'améliorer l'ordinaire. Alors il y a plusieurs gammes de laxatifs et 150 spécialités. Il y a tout de même des grands thèmes, si je puis dire. Il y a les laxatifs dits osmotiques, et tout le monde connaît ici tout ce qui est macrogol, c'est polyéthylène glycol, toutes les molécules à base de PEG, avec une taille de molécule plus ou moins grande. Il y a les sucres non absorbables, lactulose, mannitol, sorbitol, etc. Les sels de magnésium, un magnésium qu'on trouve dans l'eau départ, en sachant qu'on peut combiner ces choses-là. On peut prendre peut-être, il y a des gens qui, quand ils prennent trop de Movicol ou trop de Forlax, ne sont pas bien. Et peut-être qu'ils peuvent combiner du macrogol et puis du lactulose, ou même rajouter un émollient tel que le Lansoil, la gelée de paraffine. Je passe sur les stimulants qui sont des molécules qui vont agresser l'intestin. Et vous avez compris, c'est les dernières personnes chez qui on veut agresser l'intestin parce que ça va se rétrécir plus facilement que chez d'autres encore. Avec une mention spéciale pour la gomme de Guar hydrolysée. C'est un produit qu'on trouve dans le commerce sous le nom d'Optifibre. Ça se présente comme de la poudre, un peu de la poudre, vous savez, le lait infantile, là. Et c'est issu d'un haricot particulier qui pousse que dans les pays chauds. Donc c'est une fibre, c'est pas un médicament, c'est pas remboursé par la Sécu. Ça coûte 16 à 18 euros par mois pour un traitement à pleine dose. Et ça va capturer plus de 20 fois son poids en eau, une cuillère mesure de ce produit, qui se dissout facilement dans n'importe quoi et qui est insipide, qui n'a pas de goût. Et donc je sais qu'un certain nombre d'entre vous en sont complètement accros, parce que ça marche bien, ça leur a changé la vie. Et puis certains, ça n'a rien fait du tout. Donc c'est comme la gentamicine, il faut essayer, et puis quand ça ne marche pas, bon, bah, c'est tout, mauvaise pioche, on passe à autre chose. Message très important, c'est quand vous avez un temps de transit de 3 à 4 jours, ne pas penser que le macrogol que vous prenez le lundi, il est efficace le lundi midi. Si vous avez une diarrhée, une débâcle diarrhéique le lundi midi, c'est de la constipation de la semaine d'avant. Le macrogol que vous prenez, il sera efficace 3-4 jours après. Parce qu'on est toujours à contre-pied, si vous voulez, quand on a un temps de transit qui est allongé. Donc bien tenir compte de cela pour prendre son traitement le plus régulièrement possible, sinon ça ne marche pas. Suppositoire et lavement, parfois il n'y a pas d'autre solution. Je déconseille fortement la glycérine, qui est très très populaire, mais qui finit par rétrécir le canal anal, surtout quand on l'utilise quotidiennement. Donc c'est à proscrire, à mon avis, de la pharmacopée, et au profit des Ductil ou de Normacol, qui pour le coup ne sont pas irritants.
Donc attention, le secret, c'est encore une fois la régularité. Et pensez que même si on a une selle un peu liquide parce qu'on est constipé, il faut continuer à prendre son traitement laxatif. Alors, à force de faire des efforts de poussée ou parce qu'on a eu des accouchements difficiles et aussi parce qu'on a la sclérodermie, on peut avoir un prolapsus rectal, c'est-à-dire la muqueuse du rectum qui fait éruption au travers du canal anal, et ça, bien sûr, c'est enquiquinant. Et on peut avoir aussi l'incontinence fécale, qui est une véritable plaie, parce que ce n'est pas facile à gérer. Alors, elle s'explique tout à fait. Elle est favorisée par les traumatismes obstétricaux. Et il y a une époque où on faisait beaucoup moins de rééducation et beaucoup moins bien la rééducation périnéale qu'on ne l'a fait maintenant pour les jeunes mamans. Et c'est important à ce moment-là de faire un bilan lésionnel, de faire ce qu'on appelle une manométrie anorectale, des sondes qui vont permettre de mesurer le fonctionnement des différents sphincters et qui peuvent à ce moment-là faire préconiser une rééducation qu'on a dite par biofeedback, où on reproduit finalement ce que doit être le fonctionnement d'un sphincter harmonieux habituel, et on demande à la personne de reproduire après, volontairement, après l'avoir fait électriquement avec des sondes, volontairement, pour retrouver les sensations, parce que quand on a de la dysynergie anorectale, qu'on est constipé, on finit par ouvrir le sphincter qui doit être fermé et puis fermer celui qui doit être ouvert, il n'y a plus rien qui marche. Donc il faut réapprendre ce qui est une défécation normale, remuscler les sphincters, et chez un certain nombre de patients, ça peut avoir une bonne efficacité et permettre de gérer pendant des années encore ces troubles de la continence fécale qui leur empoisonnent la vie. Alors au maximum, mais c'est tout de même des cas extrêmes, on en rencontre assez peu, on a inventé des solutions alternatives. Ça, c'est ce qu'on appelle péristine. Ça a été mis au point pour les accidentés de la route qui, vous savez, qu'une section médulaire, c'est un système de lavage avec un courant entrant, un courant sortant qui permet de laver le côlon gauche et de sortir de chez soi sans avoir la hantise d'avoir un accident. Il y a des tampons hygiéniques anneaux qui sont plus ou moins bien tolérés. Et puis, au maximum, mais je ne pense pas en connaître, en l'occurrence, pas chez les patients sclérodermiques, pour les gens qui sont complètement cloîtrés à la maison, on peut envisager de faire une stomie propre qui permet de retrouver le contrôle finalement de son transit et de sortir de chez soi. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de la nutrition, mais bien entendu, il faut être attentif à l'état nutritionnel quand on a des difficultés d'alimentation, des douleurs, en particulier lorsqu'on prend de l'âge. On pourrait en dire de même de la vitamine D. Je vous encourage tous, malgré le soleil, en sortant d'ici, à prendre votre ampoule de vitamine D et à prendre en minimum une par trimestre, sauf si vous avez une sarcoïdose. Mais ça, les médecins vous l'auront dit au préalable. Voilà, je vous remercie de votre attention.